أزول في اللوان يمسفليدين تيمسفليدين راديو ثامورث أني الزرام يالس الحد في 9 تمديت نسعى تدويل نكنيد الحسين يحيى البروفيسور الحسين يحيى يديك كيف انت تدويل تيسمى سق وقفاء إذن المقر هي السامة في الزرام يبغى يديك فيون وسنتل في لي زاريستاسيون إلى أشتي شحال أي سحبس السنة ديت مورث القبايل تولي توندونس بوليتيك نيلانديه كان نجمع كلش اموان يداني تسرتي اموان اللي يدا اكن داغون اديك ملكن في شومريكي غنتشجع اللي تمرث القبايل اد زوزرن الاسلاميزم يجي غينسول الكنيسه القبايليه تم وحوشيت كاكال تمورث تقبايليه هي امن كان غير امن صغير السكي لافوكا اثمان بالسلم اشو يدهمنا وقيست انا افوكا scandaleux. J'ai trouvé dans un dossier d'enquête judiciaire que le simple fait de critiquer les appels à boire la piste de chameau est un crime passible d'un mandat de dépôt. J'ai aussi trouvé dans le même dossier que le simple fait de critiquer le mariage des mineurs est un autre crime condamnable. Plus grave encore, le simple fait de critiquer l'islamisme, je dis bien l'islamisme entre parenthèses, est considéré comme un appel à la haine et c'est une atteinte à la religion condamnée. Je suis doué. قلة تحبس cancel. What is that? سورفتي العاشر تسحب سنك لون صغيرة سورفتي تكمل غير وقي. Alors, plus grave encore, le simple fait de critiquer l'islamisme, entre parenthèses, je dis bien l'islamisme, est considéré comme un appel à la haine et c'est une atteinte à la religion condamnée par l'article 144 bis 2 du Code pénal. Dans le même dossier aussi, j'ai trouvé que le simple fait de critiquer l'idée qui dit que l'arabe est la langue du paradis est un appel à la haine qui doit être sévèrement condamné par la loi. Et il y a plus grave que ça. Alors, professeur الحسين عندنا أول غرغرك ديال الحسين أزول فلك كسيد أزول مرة مسفليدن راديو ثامورث هي فات أكيد الصغار إلى بوكا mais je me doutais bien كيني وني شبان je savais que c'était ce genre d'argument entre guillemets qu'ils utilisent pour opérer la répression qui est en train de s'abattre sur la Kabylie et sur le reste aussi de l'Algérie. Le Hirakni, le ménage, non, pas non plus. Et ça s'appelle, en un mot là, c'est l'instrumentalisation de l'islam, mais qui est rien de nouveau. Rien de nouveau dans le contexte algérien. L'utilisation de la religion à des fins pour se maintenir au pouvoir. En fait, il y a eu un précédent d'ailleurs, la décennie noire en 90, où ils ont semé la terreur. On se rappelle, plus de 300 000 morts. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont auto-amnistiés, les militaires, qui avaient instrumentalisé l'islam en 90. C'est très clair, nous avons des évidences là-dessus. Donc, c'est pour garder, pour se maintenir au pouvoir cette mafia, elle était prête à mettre à feu et à sang toute l'Algérie et ils avaient massacré 300 000 personnes. C'est un crime contre l'humanité. Ils n'ont jamais rendu des comptes sur ça et se sont auto-amnistiés. Maintenant, l'autre jour, en fait, on sait qu'actuellement, il y a 300 prisonniers d'opinion, grosso modo. 300 prisonniers d'opinion, y compris les indépendantistes là-dedans,
et les autres, en fait, ceux qui contestent aussi depuis 2 ans ce système-là, en particulier les hirakistes. Donc, nous avons affaire à une junte militaire, une espèce de, moi que je traite de Gestapo, qui cherche à terroriser la population. Et aussi, cette junte-là militaire, il faut l'appeler, comme je l'ai appelé dans plusieurs lives, une junte islamo-militaire. Parce qu'ils ont fait un pacte, ils ont fait une alliance avec les islamistes depuis, je pense, en partie depuis les années 90, mais d'une façon flagrante, avec Bouteflika, depuis qu'ils les a qu'ils sont auto-amnistiés. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont appelé en fait, les repentis ou les amnisties, et l'autre jour aussi, Boukro, qui est un Djidjilien, ministre ou ancien ministre, je pense, il a révélé qu'il y a 30 000 sanguinaires islamistes qui ont été amnistiés et qui sont maintenant réutilisés. Ils sont réinjectés en Algérie pour semer la terreur. Et parmi ces 30 000-là, on peut facilement identifier peut-être 1000 qui sont des imams qui nous ont envoyés dans les mosquées de Kabylie aujourd'hui. C'est clair. On n'a pas affaire à des imams, nous avons affaire à une coalition fanatique, islamique fanatique, parce que ce n'est pas musulman, islamique fanatique et mafia militaire. Voilà ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Algérie. Quand j'ai dit qu'il fallait, en fait, utiliser des stratégies pour les débarquer de ce pays, ce système-là, j'avais mentionné plusieurs points qu'on peut utiliser. Mais le premier sur lequel je voudrais revenir aujourd'hui, justement, c'est cette utilisation de l'islam, qui est en soi un acte terroriste. Un acte terroriste. Nous avons affaire à un terrorisme d'État algérien. Et j'insiste là-dessus, parce que dès le départ, depuis 1962, ils ont pris le pouvoir par la terreur militaire. Ils ont utilisé l'islam aussi, parce que c'était Nasser, le panarabiste et le pana-islamiste, qui les a envoyés en Algérie. Ils ont tué des gens pour s'accaparer, pour faire le coup d'État. Donc, la première terreur, elle commence là. Donc, les vrais terroristes, c'est eux, et ils n'ont pas changé depuis 1962. Par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert les portes, tous les Algériens le savent, et je m'adresse là à tous les Algériens, pas juste au Kabyle, ils le savent, que les frères musulmans égyptiens, c'est Boumedienne qui leur a ouvert les portes dans le deal, dans le contrat qu'il avait sous la table avec Nasser, et qui va se débarrasser de ces islamistes pour venir finir l'islamisation de l'Algérie et l'arabisation. Et c'est ce qui a fait dire l'un des plus grands penseurs intellectuels algériens, Kateb Yassine en l'occurrence. Il avait cette expression-là de dire « si on est arabe, pourquoi nous arabiser? Si on est musulman, pourquoi nous islamiser ?» En fait, parce que dans la petite tête de ces dictateurs, Bouteflika, Boumedienne, etc., ils savent qu'on n'est pas des Arabes et on n'est pas des musulmans. Donc, ils ont passé un contrat avec Nasser pour faire de nous des arabo-musulmans, des arabes et des musulmans, et surtout rien que ça. Et ils se sont attaqués aux enclaves qui restaient, surtout à Mazirophone. OK? Donc, le premier acte de terreur, de terrorisme, c'est 62, c'est cette armée des frontières qui est aujourd'hui au pouvoir encore. Par la suite, ils ont utilisé à plusieurs reprises cet islamisme-là, ils l'ont instrumentalisé à plusieurs reprises pour faire encore du terrorisme clair et net. Et peut-être qu'on n'a pas été assez, je dirais, l'opposition en général et les Amazirs en particulier, il nous a manqué peut-être un peu de stratégie pour pousser plus loin, ne pas accepter cette amnistie-là, mais demander des comptes. En Afrique du Sud, il y avait une opération qu'ils ont appelée Vérité et Réconciliation. Tu ne peux pas amnistier des gens qui avaient massacré 300 000 personnes. Okay? Ça n'existe pas dans l'histoire, dans notre histoire en tout cas. Et ils nous ont fait passer
ça de force. Mais en utilisant les islamistes dans les années 90, en fait, ils avaient fait aussi un autre acte de terrorisme qui attend toujours une commission d'enquête internationale. L'assassinat du président Boudiaf devant l'opinion publique internationale. En fait, c'est fait à la télévision. Mais pire que ça, c'est qu'après, on ne savait pas ce qui nous attendait. C'est 10 années après, pendant 10 ans, une terreur islamiste, une barbarie sans précédent, une barbarie qui rappelle, en fait, qui était destinée pour rappeler aux Algériens, pour islamiser encore l'Algérie, pour dire que on revient à l'époque des invasions barbares de Uqba ibn Nafa'. Ils ne tuaient pas les gens, ils étaient armés, ils avaient des armes de guerre, mais ils ne tuaient pas les gens avec des armes de guerre, ils savent que la mémoire collective algérienne est traumatisée par le sabre, donc ils tuaient avec du sabre. C'est ça en fait la terreur qu'ils ont semée. Combien de têtes les gens trouvaient devant leurs portes, dans les rues chaque matin. Ça, c'était la barbarie de Uqba ibn Nafa', le génocide de Uqba ibn Nafa'. Oui. Et puis même, nos amis français, ils ne vont pas dire qu'on n'a rien vu, puisqu'ils leur ont égorgé 7 moines de cette façon-là, 7 moines, et qui est un autre dossier. J'ai 14 ou 15 dossiers là, ça c'en est un autre, qu'il va falloir qu'ils rendent des comptes, ces bâtards-là qui ont égorgé des moines. Et je vous ai donné un livre même de John Kaiser, qui est lui-même un moine qui a enquêté sur place pendant 4 ans et qui a utilisé même des enregistrements de la CIA. C'est clair et net que c'est l'armée algérienne qui les a égorgés de cette façon-là. Et ils n'ont toujours pas rendu des comptes sur cette question. Donc quand on accuse aujourd'hui des gens de l'opposition, qu'ils soient indépendantistes ou souverainistes ou même des fois des Hira qui n'ont pas de projet clair, mais ils savent qu'ils n'en veulent pas de ce système-là, mais ils ne savent pas peut-être d'alternative, mais ils rejettent ce système-là, ils l'ont vomi. On a vu... واذا كني وينو الشغل خدم التصديسن مالوريزمون خدم الشغل خفافن تروح ندينس الجمعه في سنه السوايع ابري الوحده ابري طهور لا معناه يتشومري جيلنس دفيرو ريدو ساعه 6 جور دو طرافاي ديريير سو فيك ميتين شغل الحركه الترافاي derrière le rideau. Ils ont 6 jours de travailler ce mouvement de vendredi. Oui, en fait, ce qu'il faut dire, il faut redire à l'opinion publique internationale et à l'opinion et nos voisins, surtout nos voisins, les Marocains, les Tunisiens, les Maliens, les Français, okay, les Italiens, c'est que ils ont toujours ce régime-là, il est basé sur la violence, la terreur islamiste depuis le 62, c'est peut-être pas d'aujourd'hui. Et on le voit même avec ces dernières pseudo-élections. Qu'est-ce qui en est sorti, hein? Je crois qu'il y a, je ne sais pas combien, il y a que les islamistes avec qui ils ont un deal, une entente, qui ont participé aux élections. Mais même avec ça, on sait qu'il y a à peine 15% peut-être de gens qui ont voté. Il y avait une abstention record, 77%. D'après leurs chiffres, ça même. Il y avait d'abstention. Et qui c'est qui est arrivé? Les 2 partis islamistes fanatiques, le MSP et puis le BINA. Ils ont aujourd'hui, au moment où on se parle, 104 députés sur 210, plus de la moitié ou presque la moitié. Ce qui fait que quand tu me parles de cet avocat qui a vu des choses pour lesquelles ils sont en train d'arrêter les gens, on est revenu à l'époque de Uqba ibn Nafa'. C'est-à-dire qu'ils utilisent un mot contre ces islamistes-là, pas contre l'islam en tant que tel, mais contre l'exploitation qui est faite par cette mafia de l'islam. Ils ont décrété ces lois-là. De toute façon, c'est des lois caduques qui n'ont aucune valeur puisque c'est des décrets qu'ils ont faits entre eux
dans la violence qu'ils ont imposée au peuple algérien. Et les frères musulmans, tout le monde sait que depuis le deal qu'ils avaient déjà il y a 20 ans avec Bouteflika, ils squattent aujourd'hui plus de 50% des représentations populaires dans le pays, qui étaient dévastées par, encore une fois de plus, par les djihadistes pendant une décennie, des années 90 à 2000 à peu près. Donc aujourd'hui, c'est pas étonnant en fait. C'est pour ça que je te dis, moi, ça me surprend pas. Ils arrêtent des jeunes pour le simple fait de critiquer justement cette secte-là terroriste islamique. Et c'est pour ça qu'ils sont pressés de taxer des gens comme des indépendantistes de terroristes. C'est pour camoufler leur véritable visage de terroristes eux-mêmes. Donc, c'est un des premiers points que j'avais. En fait, je n'ai pas peut-être suffisamment insisté là-dessus, mais parce qu'il y en a 14 autres points. Mais le premier, c'est celui de démontrer, si besoin, il en est. Mais il faut le réitérer peut-être, même si ça a été dit, que le régime algérien, c'est lui le terroriste, c'est lui le terrorisme à la base. Il fonctionne sur des lois terroristes lui-même et exploite ce fanatisme islamique. Évidemment, il a impacté avec ça énormément toute la région. Et c'est ça qu'il faut dire, s'adresser aussi aux voisins. Quand je dis par exemple le Mali, comme le Maroc avec le Sahara occidental, il utilise ces djihadistes-là. Aujourd'hui, que ce soit au Polisario, que ce soit au Mali, l'AQMI, là, c'est tous des, soi-disant, c'est repentis. Ces 30 000 sanguinaires qu'il avait là, c'est devenu comme une armée de mercenaires qu'il utilise dans toutes ces régions-là, parce que pour eux, c'est un djihad. Regardez, le Sahara occidental, il est amazigh, il est nord-africain. Alors, il utilise ces fanatiques-là parce qu'ils ont appelé ce pays-là, entre guillemets, qui veulent faire une république arabe sahraoui. Donc, l'expansion de la colonisation arabo-islamique, c'est clair. Au niveau du Mali, c'est kiff-kiff, c'est pareil. Enfin, tous les pays africains, ils leur envoient des mercenaires de l'AQMI. L'AQMI, c'est qui? L'AQMI, tous les dirigeants de l'AQMI, c'est des DRS, c'est des services secrets algériens qui activaient pendant la décennie noire. Donc, ils ont fait leurs armes contre leur propre peuple pendant 10 ans. Maintenant, ils sont recyclés. Ils sont envoyés à Burkina Faso, ils sont envoyés dans tous les pays africains. Donc, il faut réitérer ça à chaque fois pour l'opinion publique internationale qui pense qu'il ne faut pas qu'elle se trompe de cible, en fait. Parce que ces criminels-là, ils ont une lâcheté qui les caractérise. Une lâcheté dans le sens qu'ils sont accaparés toutes les ressources du pays et ils sont en train de s'armer à longueur de journée. OK, l'année passée, j'ai donné déjà le chiffre là, de 10 milliards de dollars d'achat d'équipements militaires de l'Union soviétique, enfin de la Russie. Et une façon aussi de s'acheter le silence de la Russie, et ils achètent des armes. Ils cumulent des armes. Je pense qu'ils ne savent même pas nettoyer une arme, parce que j'ai vu un dossier sur ça d'un Français qui disait que l'armée algérienne achète plus d'armes que l'armée française, parce qu'ils ne savent même pas nettoyer leurs armes, ils les jettent. Même dans le futur proche, leurs armes seront dépassées. Sera dépassées d'après les technologies OSN de l'Houl. Oui, donc les autres points, Axel, je les ai mentionnés l'autre jour. En fait, mais je vais répéter encore parce que c'est à force d'insister que les gens vont finir par comprendre. OK? J'ai parlé des accords d'Évian, qui ont en fait des accords nés avec Boumedienne, là, qui ont continué à faire des essais nucléaires et chimiques pendant 16 à 17 ans après l'indépendance. Et ça, j'ai vu aussi qu'il y avait quelques disons, organisations qui commencent à regarder
pour faire un recours collectif pour les victimes, parce qu'il y a des gens qui ont le cancer, il y a des malformations congénitales, il y a des gens qui sont déformés dans ces régions-là, qui étaient livrés à des essais d'armes nucléaires, 17 bombes atomiques. C'est sûr qu'il y a des retombées peut-être même dans le nord, mais il n'y a jamais eu d'enquête pour savoir recenser le nombre de malades, ni dans le nord, ni dans ces régions directement touchées. Et du côté de Bni Ounif, à la frontière marocaine, c'est pareil, c'est des armes chimiques. Ces sites-là n'ont jamais été décontaminés. Ils n'ont pas décontaminé, ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui s'aventurent là-bas, ils ne sont même pas informés des zones qui ont été contaminées. Donc, il y a le bétail, il y a les humains, il y a tout ça qui sont exposés à ce danger-là. Et ça, je regrette, mais ça fait partie aussi des crimes contre l'humanité, qu'on le veuille ou non. OK ? Et il faudrait qu'ils rendent des comptes. Je m'en fous, moi, de l'État français, à la limite, là, parce qu'ils ont un accord. Qui c'est qui leur a donné l'autorisation ? C'est bien le pouvoir algérien, c'est l'armée algérienne, c'est Boumedienne. Donc, c'est ceux-là qu'il faudrait poursuivre, là. Pourquoi ils ont donné cette entente ? On veut savoir pourquoi ils ont signé cette entente-là. OK ? Parce qu'il y a des conséquences sur la santé humaine et même sur la planète. Hein. Quand on parle des dégâts sur la planète aujourd'hui, c'est un grave problème, ça, qui devrait être traité au niveau des Nations Unies même, ce problème-là. Oui, la révolution écologique تقدش فنشتيكي. Alors certainement les armes nucléaires الحوايج هيكي ونتجنر هذا عدين سواطا صغر الزاد. Oui, tout à fait. Maintenant, dans le deuxième volet, là, je voudrais justement poursuivre en fait sur cette utilisation, parce que les points là, j'en ai sur ma page Facebook, les gens ils vont les trouver, il y en a plus de 14 points, 14 dossiers sur lesquels nous devrons travailler pour la Cour pénale internationale. C'est clair. Maintenant, sur cette utilisation ou l'instrumentalisation de l'islam, on sait d'autres actes criminels de ce régime-là, après avoir donc amnistié des sanguinaires, ils les ont envoyés. Et surtout, en fait, on sait que j'ai parlé l'autre jour aussi, il y avait 3 zones pratiquement où il y avait ce terrorisme islamique fanatique qui était entretenu pour des raisons historiques, psychologiques, etc. Ça a touché plus certains berbères arabisés ou arabétisés ou arabo-islamisés. Okay? Alger en particulier. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un fumier là, de DRS en Algérie, mais il y en a plein comme ça. Okay? C'était du temps de la décennie noire. Souvent, la plupart, je ne vise pas tous les Algérois, qu'on soit clair là-dessus. Mais il y a des Algérois descendants des janissaires turcs en particulier, et même certains harkis, et après ils ont été recyclés par la dictature et l'armée des frontières dans les DRS, etc. Et c'est eux qui étaient les premiers, en fait, pour démontrer aussi que les terroristes là, des années 90, ils ont recruté largement à Bab el-Ouad, Belhadj, enfin tout ça, c'est dans cette masse-là de gens aliénés qu'ils ont recruté leurs plus grands chefs terroristes, soit à Alger, soit à Boumerdes, soit à Djidjel. Ils ont tous un dénominateur commun, c'est des anciennes bases, si on peut appeler ça comme ça, turques de l'Empire ottoman. C'était les pirates de l'Empire ottoman à Alger, à Delles aussi, à Boumerdes, et à Djidjel aussi, avec Baba Rouge. Hein. Donc, ils ont toute cette affiliation-là. Donc, c'est des gens haineux contre leur... en fait, ils ont un problème psychique. C'est des gens qui n'aiment pas leurs origines, qui n'aiment pas leur identité, etc. C'est les plus grands haineux contre les Kabyles, si on veut dire, là, et qui se sont engagés, en fait, que le DRS a aussi identifié, cyclé, engagé dans la décennie noire. Donc, c'est tous des sanguinaires. Et après, en fait, il doit y avoir un autre deal que je ne connais pas, l'entente qu'il y a. Est-ce que quelqu'un a vu l'entente que Bouteflika a fait avec ces sanguinaires-là ? On ne l'a jamais vu, cette entente-là.
Et je suis persuadé que dans cette entente-là, que les sanguinaires allaient encore poursuivre leur djihad en les envoyant dans des régions berbérophones comme la Kabylie. Et ils ont sélectionné probablement ceux qui parlent un peu le kabyle, hein, il y en a plein, Bablouad, etc., et qu'ils ont envoyé dans tous les villages de Kabylie, tous les imams d'Algérois qui sévissent actuellement en Kabylie. En vérité, ce n'est pas des imams, c'est des missionnaires, c'est des mercenaires à la solde du régime algérien militaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et leur but n'est pas de nous islamiser, leur but aussi, c'est de faire du harcèlement religieux, si on peut dire, là, avec des haut-parleurs dans chaque village, chaque matin, à 4 heures du matin. C'est ce qu'ils viennent de faire avec Abdelmoumen, n'est-ce pas? Parmi les gens qui sont arrêtés, là, il y a un village qui s'appelle Abdelmoumen, un certain imam kabyle de Bablouad, un certain Farid, qui est notoirement connu pour être un agent aussi du DRS algérien. Donc on voit maintenant que ça commence à se révéler au grand jour, ce plan machiavélique du régime d'Alger, un régime terroriste qui nous envoie des véritables terroristes cette fois-ci, et qui sont des anciens, en fait, qui ont repris du service, des anciens sanguinaires de la décennie noire. Donc, c'est clair, le jeu du pouvoir, là, actuellement, c'est de parachever, comme je disais là, l'islamisation, en fait, la salafisation, pour être correct là, parce que ce n'est même pas l'islam correct là, c'est vraiment le fanatisme islamique qui veulent introduire en Kabylie en particulier. Ils ont vu. De toute façon, entre parenthèses, الحسين والنزرار انت تيمسلم تيلهان بور لانستون 14 القرون يدفكر الميدا السال انسمو قول وادي مسلم يلهان انسمو قول انت تيمسلم تنيلهان ايوا سود ثناو فارع اول غرور شد الحسين بعد تورا انت تيمسلم والنزرار ثاني تجزير نفس الدفير ثاني تجزير نفس الزيت والنزرار En fait, c'est une recette, une vieille recette qu'ils ont utilisée. Si on peut dire ça, là, il n'y a rien de tout. Ils ne vont pas nous tromper, ils ne dépassent pas en intelligence, hein, ces gens-là. En fait, c'est une recette qu'ils ont utilisée dans les années 90. Dans les années 90, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont senti un mouvement comme ça de changement dans l'air? Ils ont fait la terreur et ils ont dit aux Algériens, ou bien on reste au pouvoir, donc on garde les richesses comme une mafia, c'est dra, ou bien vous allez crever avec un terrorisme barbare. C'est ça, ils ont fait. Aujourd'hui, ils veulent nous faire cette recette-là pour la Kabylie. Ou bien on accepte de rester dans l'état jacobin, ou bien ils vont nous livrer une guerre de fanatisme islamique. C'est exactement ça, les décrets qu'ils viennent de signer, que tu as mentionné par cet avocat-là. C'est exactement ça. Ils veulent sacraliser tout. On peut sacraliser la langue arabe, sacraliser leur régime, sacraliser. Tout est sacré, mais ça, c'est pour eux. Dans leur petite tête à eux, c'est sacré. Mais pour nous, c'est de la merde. On s'en fout de ça, là. Et ça, c'est toi dans ta petite tête. Donc, ils pensent prendre un avantage le fait que la population est naïve. Mais je crois qu'il y a une bonne partie quand même de citoyens algériens ou même le reste du monde. Il faut qu'ils comprennent que ces gens-là, ils sont encore les plus dangereux, comme j'ai dit là, à la planète. Regarde par exemple, pas plus tard que cette semaine, il y a une polémique actuellement qui s'amplifie à propos de la Tunisie, qui vient d'expulser des touristes algériens des faux touristes algériens. Parce que justement, les journaux algériens, pour tromper l'opinion publique nationale, ils disent ils ont refusé les Algériens. Bullshit, moi je vais en Tunisie quand je veux là. Ce n'est pas des Algériens qu'ils refusent. Ils refusent des fanatiques islamiques, des fanatiques algériens. Et puis, je vous envoie aux journaux, là, tous les journaux parlent de ça, parce que la Tunisie, c'est quand même un pays dont l'économie dépend du tourisme, et puis c'est un État, la Tunisie, malgré les essais qu'ils ont fait récemment, d'ailleurs avec l'infiltration des islamistes algériens, c'est l'Algérie qui essaie de déstabiliser la Tunisie en lui envoyant ses propres fanatiques. Mais
je pense que la majorité des Tunisiens, grâce à la femme tunisienne surtout, qui a arraché des droits des temps de Bourguiba, etc., ils sont vigilants encore. Et ils ont compris le jeu. Parce que les islamistes algériens, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis maintenant, on parle presque 30 ans, hein, une décennie de barbarie, après 20 ans avec cette dictature militaire avec qui ils ont signé un contrat qui leur a livré l'école, qui leur a livré toutes les institutions pratiquement, qui leur a livré l'armée, même l'armée, il a été islamisée. J'ai vu des photos des militaires algériens faire la prière, et puis ils l'ont épuré ethniquement, ils ont mis en retraite tous les généraux kabyles ou chaouis un peu la tête dure là, pour islamiser l'armée. Donc l'armée algérienne, elle est acquise là, ils l'ont islamisée. Alors aujourd'hui, on sait ce qu'ils ont fait dans les plages algériennes. Là, je n'ai pas le temps de montrer des photos, mais sur ma page encore Facebook, vous allez trouver, par exemple, cette semaine, il y a deux universités algériennes où ils défilaient ces étudiantes-là à qui ils ont remis tout le hijab, toute la hijab. Et puis sur des plages aussi, à Sidi Farj, avec des bâtons, ils chassaient des gens de la plage. Et tout ça sous la protection de la gendarmerie et de l'armée. Donc, on voit bien la connivence qu'il y a entre les deux. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, la décennie noire, elle leur a servi à mettre le hijab à pratiquement 80% des Algériennes. Donc, ils ont vu que c'est encourageant pour eux. Ça a marché, cette barbarie. Donc, pourquoi pas refaire une autre barbarie pour achever complètement ce pays. Donc, avec la Tunisie, là, ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont vigilants. Ils disent que nous, on n'a jamais vu ça. Je vous invite à lire aux auditeurs, là, la presse tunisienne, ils disent qu'on n'a jamais vu ça dans l'islam, que des gens ils viennent nager avec tout habillé, et puis ça fait peur même aux touristes qui fuient la Tunisie. Voilà. Mais ils avaient fait ça d'ailleurs dans les plages algériennes. Comme je dis, là, il y a Sidi Farj encore cette semaine, mais et toute la côte, on a 1200 km de côte, il n'y a plus personne qui peut aller tranquillement en famille nager sur les côtes algériennes. C'est quand même grave. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire en Tunisie? Ils partent en mission pour continuer leur islamisation d'Afrique du Nord. On n'a pas de touristes. Je regrette, là, ils ne vont pas là-bas comme touristes. Islamiser, même même le Bahar, islamisé. Ah oui, oui. Tu sais, Axel, j'ai été à Djidjel il y a quelques années, et puis en fait, il faisait 35 à 40 degrés. J'ai essayé d'aller à la plage. Ils ont 7 plages pratiquement à Djidjel, là, et j'ai trouvé que des enfants à la plage. Et j'ai demandé à un adulte qui était là à l'ombre, qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce que les gens ne nagent pas? Il a dit, écoutez, ça se voit que vous n'avez pas vécu ici. Il m'a dit qu'on a subi une terreur islamiste, un terrorisme islamiste ici, qu'on n'a jamais vu. Et depuis, les gens, ils ont peur. Ils sont rentrés dans leur maison. Ils sont en train de cuire en été. Ils cuisent dans les maisons, mais ils ne peuvent pas aller à la plage. En tout cas, s'ils y vont, c'est avec Ijleb Nagui. Tout ça, là, d'ailleurs, c'est moche. On voit ces femmes-là nager avec Ijleb Nsent et tout ça. Donc, c'est clair que je pense que la Tunisie et le Maroc devront faire très, très attention parce qu'ils n'ont pas affaire à des touristes. Effectivement, là, ces gens-là, c'est des missionnaires. Ils viennent leur importer, leur exporter de l'Algérie, là, leur islamisme, comme ils le font en Afrique noire, comme ils le font au Sahara occidental, etc. Et comme ils sont en train de le faire aussi en Europe. En Europe aussi, il y a des haras qui arrivent, ils viennent, ils traversent la Méditerranée, ils risquent leur vie, et ils arrivent, ils veulent tout de suite aussi avoir la mosquée, ils veulent islamiser aussi l'Occident, hein, les Italiens, les Espagnols, etc. Donc, c'est tout le monde entier, il doit faire attention à ces gens-là qui n'ont pas affaire à une immigration. Ce n'est pas des gens qui viennent changer leur vie. On est habitué, par exemple, ici en Amérique du Nord, les immigrants, ils viennent pour refaire leur vie parce qu'ils viennent des pays en guerre ou des pays pauvres, etc. Ils ne viennent pas ici pour endoctriner ou faire l'expansion de leur religion ici en Amérique du Nord. Il n'y a que ces gens-là qui ont comme objectif, en fait, les gens qui ont été formatés avant de partir, ce n'est pas non, ce que je dis là. Il y a sûrement des gens encore honnêtes là, mais
la plupart, en fait, de ces islamistes-là, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de problèmes d'être acceptés ou d'être intégrés. Regardez par exemple cette semaine, hein, je donne un autre exemple, qui est lié, ils sont tous liés là, c'est complexe, mais tout est lié. Cette semaine, la France a perdu son match au soccer contre, je ne me rappelle plus, la Suisse. Hein. Et ça a été rapporté dans les journaux dans toute la France qu'il y a beaucoup de fanatiques, évidemment, comme ça, algériens, qui ont défilé en klaxonnant, ils célébraient la victoire de la Suisse. L'ironie de ça, ils vivent au crochet des Français dans leur pays, ils ont tous les avantages, les soins de santé, etc. Mais ils nourrissent une haine encore contre la France, gratuitement comme ça. Parce qu'ils ont un projet d'islamisation avec la communauté qu'ils ont en France, là, ils sentent qu'ils ont le vent en poupe et peut-être qu'ils vont encore agrandir, accroître leur espace avec leur mosquée, etc. Ils ne sont pas là pour améliorer leur existence, ils sont là pour imposer leur religion qui date du VIe siècle et leur coutume du VIe siècle. Ils voudraient justement pour narguer cet avocat qui parle de piste de chameau, ils aimeraient bien que les Français ne boivent plus de vin, mais ils se mettent à la piste de chameau. Ou les Tchèques, là, arrêtent de boire la pilsner, ils vont aller boire la piste de chameau. Là, ils seront contents. Là. أيضا جست حسين السينوال نداكي لا ريبوبليك تشيك دايور والسنة يجي كريين دان بلوك لي بيي دو ليست يجي لا ريبوبليك تشيك لا بولون لا هونغري وإذا كنا يوك دو ليست الناس ولا شان تفكر لي زيميغري يجي لان الويست ديال ألمانيا فرنسا كل الناس باسكو لي فالور نيمدني يجي تبعنا نتفكر sont pas compatibles complètement avec nos valeurs. Mais les dessins, oui, tu as une dessin une idéologie. Directement, on dit que الناس اللي كانوا نقبل راويكي ماشي ليميغراسيون اي مخرا ادنا ولي زيميغري اذنين كما النوض حوايج القديش ادنا ويسيمو كان اذنين لا معنوي كين تبغى ما غنتفكر ونحوايجين نرى فوالا دا شو ثورة تولي غدا فرنسا اش استقر ثاني دابري لا فرنسا سي مناسي de disparition. Ça veut dire, c'est valeur. Et va dire, ça veut dire, il y a quelque chose qui ne va pas. La France, elle a joué avec le feu parce que c'est sa première ressource. Sa première ressource, c'est paradoxalement, c'est le tourisme. Hein, c'est 80 millions de touristes par année. Maintenant, avec ces fanatiques qui se traînent, qui se pavanent en France, là, les touristes, ils commencent à fuir. Ils n'ont pas envie d'être égorgés comme le professeur Lapati. Hein. Donc, la France, elle a joué, en fait, beaucoup avec ça, là, avec le feu, comme on dit. Et, au lieu d'être le fer de lance, parce qu'elle connaît ce pays-là, en fait, c'est elle qui l'a créé, au lieu d'être le fer de lance contre ce terrorisme international. Et ces services secrets le savent. Hein. Moi je suis presque convaincu, pour avoir écouté une fois un chef des services secrets français ici à Montréal, qu'ils sont au courant que ce régime-là, il a des ententes avec les islamistes, les fanatiques islamiques. Mais ils ferment les yeux, ils pensent que ça va être sous contrôle. Mais je pense que là, il fait courir un grand risque à sa population, et c'est pour ça qu'il faut s'adresser plutôt à l'opinion publique française. Et je suis sûr et certain qu'ils seront beaucoup plus compréhensifs de ce danger-là que certains politiciens qui sont là pour un mandat, après ils quittent, après moi c'est le déluge. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut toujours alerter l'opinion publique internationale. Pour à nos détenus aujourd'hui là, ces détenus d'opinion, c'est des détenus, normalement tout l'Occident doit les défendre parce qu'ils défendent le projet de société moderne. C'est des gens qui défendent le droit des femmes, le droit à l'écologie, c'est les droits fondamentaux.
c'est ça qu'ils défendent. Quand on parle d'un prisonnier d'opinion, ce n'est pas juste un nom. Ils charrient, ils ont des idées pour faire de ce pays-là un pays moderne. Donc, si l'Europe veut s'accommoder avec un État barbare du VIe siècle à sa porte, ils vont payer les conséquences, je suis sûr et certain. La France a déjà goûté, elle a eu un hors d'œuvre, un avant-goût avec le Bataclan, avec tous ces crimes qu'on avait, ces attentats en France. Donc, ils ne peuvent pas se protéger éternellement comme ça, là, surtout qu'il y a une composante, comme j'ai dit là, qu'ils ont aliénée même à l'intérieur de la France maintenant. Donc, il faut qu'ils comprennent que actuellement, c'est une question de projet de société en Afrique du Nord et en Algérie en particulier. Et les Kabyles, ils savent aussi le fer de lance de la modernité, du projet moderne de l'Algérie. Et ça, j'ai eu l'occasion hier, peut-être je vais terminer là-dessus, d'intervenir dans un Zoom, plus de 80 personnes, peut-être essentiellement des femmes algériennes qui discutaient de la parité. C'est des grands intellectuels, c'est des sociologues en particulier, algériens, et qui parlent, en fait, le sujet, c'était la parité. Comment on peut arriver à faire respecter les droits des femmes et puis avoir une certaine parité au travail. C'est 50% de la population, c'est des femmes. Et ça a discuté pendant 2h30. 2h30 pour voir c'est quoi les solutions. Je leur ai dit, enfin j'ai intervenu là-dedans, que le projet de société qui est préparé par les islamistes et ce pouvoir-là, il n'y a pas de projet de société. Leur projet, c'est la sharia, c'est le retour, c'est la régression au VIe siècle. Il n'y en a pas d'autre. Alors, si vous voulez, j'ai dit, en tant qu'Algérien, avoir vos droits, vous avez intérêt à défendre aussi l'indépendance de la Kabylie. Parce que c'est la seule enclave actuellement qui nous reste là, pour défendre, pour promouvoir ce projet de modernité, de liberté, et puis aussi des droits de l'enfant, des droits de la femme, des droits des animaux, en fait les droits universels. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Et ce n'est pas juste un problème qui intéresse les Kabyles là. Si vous aspirez à la modernité, à vivre moderne, avec vos droits qui sont respectés, au travail aussi qu'il y a une parité, ben supportez des gens qui font la promotion de ce projet de société. C'est pas, les Kabyles, ils sont, je regrette encore de leur dire là, c'est le fer de lance de ça. Ils ont une diaspora, ils ont vécu, ça fait longtemps que c'est une société d'immigration, donc ils connaissent les autres cultures. Ils ont développé aussi la notion de respect des différences, beaucoup plus que des gens qui vivent entre eux là d'une façon grégaire, avec des idées, ils s'abreuvent à des idées du Moyen-Âge qu'ils lisent en arabe là entre eux. Et puis, ils ont des réseaux sociaux, ils se parlent en arabe. Pourquoi? Ils se parlent entre eux parce qu'ils ont honte, ils ne peuvent pas assumer ces idées-là au niveau international. Donc, ils font des cercles là entre eux. Et je dis que je ne pense pas qu'un changement du statut de la femme, un changement même de projet de société puisse émaner de la société civile algérienne aujourd'hui, parce que cette société civile, il est infecté, il est majoritairement endoctriné, aliéné à ces idées-là du Moyen-Âge arabo-islamique. C'est clair pour moi. Si on veut changer d'une façon, comment dirais-je, d'une façon révolutionnaire, changer de projet de société pour que la femme soit acceptée dans tous ses droits, je dis le changement, il peut venir que de deux choses, ou bien des dirigeants, ou bien de la société civile. La société civile, elle est gangrénée, elle ne peut pas, majoritairement, elle est soumise. Et ceux qui restaient récalcitrants, ils les ont soumis pendant la décennie noire. Les autres, ils ont fui. Hein. En fait, ils sont exilés. Il y a 7 millions d'Algériens dans la diaspora. Il ne peut pas venir des dirigeants non plus parce qu'on sait qu'ils ont maintenant signé un deal avec ces islamistes. Donc, qu'est-ce qui vous reste? Quel est l'espoir qui vous reste là en Algérie pour changer? Si vous n'appuyez pas la Kabylie qui est en train de, maintenant sur la ligne de front, sur la ligne de mire, de cette coalition islamiste militaire, eh bien, préparez votre deuil à ce moment-là pour des décennies. Ils vont être encore, j'ai dit, ce n'est pas encore fini.
il reste encore de la lapidation publique pour les femmes. Il y a les féminicides qu'on a vus cette année, mais ils peuvent encore les enterrer comme ils font en Afghanistan, et puis les lapider. Il y a encore beaucoup de barbaries, il y a encore plus qui peuvent malheureusement qui peuvent arriver si elles font rien. J'ai dit, voilà, en fait, mon intervention est venue. Là, regardez, je vous donne un exemple. Un exemple, c'est en Tunisie, le changement, il émanait du dirigeant. D'un dirigeant, en fait, c'est Bourguiba, que Dieu est son âme. Bourguiba, c'est lui qui a imposé le respect des droits de la femme. Et si la femme tunisienne n'est pas encore soumise aujourd'hui, comme en Algérie, là, c'est grâce aux acquis que Bourguiba avait permis. Mais il l'a imposé carrément par la force. Et je dis, on n'a pas de dirigeant comme Bourguiba actuellement, là, qui a le courage politique de faire des changements-là. Ces petits minables-là, qui font des décrets pour dire qu'on ne peut pas critiquer la langue arabe, que c'est la langue de Dieu, ils font des décrets alors qu'ils aient le courage de faire des décrets pour donner des droits aux femmes, faire des décrets pour protéger l'environnement, faire des décrets pour toutes ces valeurs universelles aujourd'hui là que le monde entier est en train de se battre. Je crois, Adel Hussein, ils ne peuvent pas donner les droits à la femme tellement Zranouhni, Mekfen, le droit, ils vont désamorcer العجبية جيل يتمور. Ça va être mettre libérer la femme, ça veut dire ils ont libéré beaucoup de choses. Alors nous elle a قد حرصن. Tout à fait. Ce que j'ai dit hier à ce groupe-là qui lutte pour la parité homme-femme en Algérie, là, j'aurais dit que vous faites une grave erreur si vous pensez que la lutte actuelle concerne juste les Kabyles et le pouvoir. Ok? J'ai dit les hiérarchistes, ils n'ont pas eu le culot ni le courage de vous dire qu'est-ce qu'ils réservent, qu'est-ce qu'il y a les projets de société, qu'est-ce qu'ils réservent aux femmes advenant qu'ils réussissent quelque chose. Les Kabyles, ils vous le disent, c'est la modernité. On n'a pas mis le langage là. Tous les Kabyles que je connais, c'est pour ce projet-là de la modernité du pays. Donc, ils peuvent, même en ayant une indépendance, vous pouvez avoir un modèle juste à côté de cette modernité, de ce qu'on peut faire dans la modernité. J'ai dit, la Kabylie indépendante, là, je pense qu'en l'espace de 4-5 ans, elle va rentrer dans le rang des nations les plus avancées en Méditerranée. Yeah. OK? Donc, c'est ça que je leur ai grosso modo dit. J'ai dit, actuellement, il faut pas... il faut regarder les choses dans ce sens-là. Pas juste un problème, c'est pas juste un problème ethnique, c'est un problème aussi de projet de société, de vie. Et il n'y a aucun Kabyle qui veut retourner. J'ai dit, ils veulent retourner à une période, à une ère, à une période qui est révolue, du 6e siècle, et à une ère géographique qui n'est pas la nôtre. L'Arabie Saoudite, parce qu'au 6e siècle, en Afrique du Nord, on était beaucoup plus avancé que ça. On avait des penseurs, on avait des Saint-Augustin, des Tertulliens, on avait des Saint-Cyprien, on avait des gens qui sont rentrés dans l'universalité déjà au 6e siècle. Voilà. Et aujourd'hui, en dépit de cet accaparement qu'ils ont fait de l'école, nous avons encore les plus grands penseurs de l'Afrique du Nord. De Mohamed Harkoun en passant par Katib Yassine, etc., nous avons une masse critique d'intellectuels universalistes, qui sont des gens qui peuvent introduire l'universalité au niveau scientifique à tous les niveaux. Et puis, grâce au support de la diaspora, on est en train de vivre ici un challenge au niveau mondial. Okay? Ce n'est pas un Khoroto qui va nous challenger. On est ici, en diaspora, là, on est au top dans le domaine scientifique, dans le domaine médical, dans tous les domaines. Alors, le problème, donc, ce n'est pas génétique même, le problème, c'est culturel, c'est l'arabo-islamisme, c'est les idées des hadiths qui datent du 6e siècle, du 11e siècle. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. L'évolution. Écoute, je termine là-dessus, là. Axel, je travaille beaucoup, comme tu sais, sur le vivant,
sur ce qu'on appelle la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution. Tout ce qui est vivant, l'être humain en particulier, on évolue. On est soumis à la loi de l'évolution, aux lois de l'évolution. Et ces lois-là, malheureusement, je pense qu'en Algérie, ils ne les connaissent même pas, hein, parce que c'est quand on leur parle de Darwin, et comment... Ouais, ils sont figés, ils veulent figer leur cerveau au VIe siècle. Alors que même le cerveau, il évolue. En fait, quand je dis on est soumis à l'évolution, notre cerveau n'est plus le même qu'il y a au 6e, qu'il y a 14 siècles. Il a évolué aussi. Et tu ne peux pas figer comme ça, à moins de devenir abruti là. Mais toute chose est sujet pour l'évolution. Oui, c'est l'évolution. L'évolution même la Pilsner, ماشي هي كنا يتقيم ال 18e siècle لا يس لا ين استرناك. Tout à fait. Non, l'évolution, tu sais, c'est normal. Quand on était plus proche des animaux, l'évolution animale, disons, là, c'était une révolution génétique. C'est les gènes qui se transforment. Mais après, le néolithique qu'on appelle, c'est-à-dire il y a 10 000 ans, il y a 2000 ans, il y a une révolution qu'on appelait néolithique. Notre cerveau s'est développé. Après la révolution, l'évolution est devenue culturelle. Culturelle. C'est-à-dire que grâce à notre cerveau, à la culture, l'évolution humaine aujourd'hui, au moment où on se parle là, c'est une évolution culturelle. Donc, gérer une culture, tu l'as figée, tu l'as congelée à une période, le peuple, il est mort. Il est mort. C'est comme ça, même les langues d'Aaron, kiff. Oui, c'est pour ça que je dis qu'ils vont à contre-courant de la nature, de l'évolution naturelle, de l'évolution biologique. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit à ces femmes-là, c'est même pas la peine d'essayer parce que le résultat, ça va être vraiment la barbarie, la catastrophe. En fait, leur cerveau n'est même plus. En fait, ils l'ont dégradé par l'éducation. Je n'ai parlé l'autre jour, là. Le cortex aigu, le siège de l'intelligence, ils l'ont bousillé par l'éducation qu'ils ont donnée aux enfants. Malheureusement, il y a des générations là qu'ils ont bousillé de cette façon-là. Et que je leur ai passé un message hier qu'il est urgent de récupérer aussi le système d'éducation, l'école et l'éducation. Voilà. Et كده أغسل نسفيدن ديباسي شوية الوقت الساقي ما حبس كده دقي وقيلا الساقي des questions, quelqu'un, s'il y a quelqu'un, une question chaude que je pourrais répondre, n'hésite pas là. Pour l'instant, les questions ديال ذاكي ودو في غارة. D'accord. إيه بالك نزمر بالك ما تبغيتي ترنو تحد يمسلايون كاين بالك. Juste un dernier mot sur l'organisation. J'ai parlé l'autre jour comment on peut peut-être s'organiser au niveau de la diaspora le plus tôt possible. Là, tout le monde sent ce besoin-là. J'ai en fait une rencontre Zoom vendredi avec des gens de la diaspora européenne pour s'entendre, pour qu'on fixe une date là, pour organiser un premier Zoom de concertation, là, comme on avait expliqué l'autre jour, pour arriver à suggérer des solutions. Mais je pense qu'avec cette émission aujourd'hui, j'ai donné encore quelques directions en ce qui me concerne. Hein. La seule façon, on ne peut pas, on ne cherche pas un affrontement avec cette armée fanatisée là, algérienne. Ce que nous voulons, d'alerter l'opinion publique mondiale qu'elle prenne ses responsabilités parce que là, c'est un peu comme le Covid là, hein. L'islamisme gay, c'est comme le Covid. En ce moment, il touche une bonne partie de l'Afrique, mais l'Europe aussi n'est pas très loin là, ça va la toucher. Donc, si on ne crée pas l'abcès une fois pour toutes là-bas, ça risque d'impacter encore beaucoup d'autres pays, beaucoup d'autres peuples. Voilà. D'ailleurs, فنشتي شي تلد عبد الحسين كاين ديالنا بوعلام سنسار qui a dit même dans le pôle nord
il y a des traces de l'islamisme algérien. Absolument. Il partout. Moi, je suis. الذين كندا بالك يساونا كن الحقني الملاحي كندا. Moi, je suis convaincu d'une chose, Axel, c'est que ça fait longtemps que je vis à l'étranger, je fréquente des universités, je voyage, et je suis convaincu que en fait, le système algérien, c'est le principal vecteur de promotion du terrorisme islamique international. Je suis convaincu. Ils sont partout, oui. Ils utilisent les ressources d'un État, des milliards. Regarde, l'année passée seulement, ils ont acheté pour 10 milliards d'équipements militaires. Et ils achètent des gens, ils leur achètent des business, ils leur achètent des restaurants un peu partout, à leurs agents. OK? Donc, c'est devenu vraiment, ils ont pris le contrôle de l'État algérien, ces fanatiques-là, avec la mafia qui leur a permis d'accéder à ça. Et c'est pour ça que c'est le que j'en ai dit, ils sont en train d'attaquer un DR. Voilà. Mais c'est vrai, c'est incroyable كاس نخدم ليكول الجيريان. هاد تشوفرين صاغلي تمورت. هاد تشوفرين هاد تشنقرو ينسن. من يدرولن يداكي هذا اولي يديروا حنا دور هاد مقلنا هاد خدمن والزريغ هاد غرونا خمن الحوايج هكاكي هاد روحني للجنه. Oui, Sophie, Axel, il y a une amie là qui essaie d'intervenir et elle n'arrive pas. Je ne sais pas si elle a les liens de la radio là. C'est Nilda, elle aimerait intervenir, mais moi je ne sais pas comment la monter là. Peut-être la prochaine fois, Nilda, il y a un lien hein, sur la radio là pour appeler, pour poser des questions, pour intervenir. Attends. Mais attends, ما تسخسي غدا ça veut dire ليرو بالك شي يديني ايواني عندي بركة نجي اسمي ستيرمون يروح غير الوقت يروح شويه واكويت بالك ثيكل ضمين نزمرك هاديك نسعدي بيان سور فنجتي كي داير اين قداش اي تسقي اين تتوالي فوالا. D'accord, donc tu regardes, je peux t'envoyer le lien Radio Thabour, il y a le lien pour intervenir là, dimanche prochain, tous les dimanches, 15h, heure de Montréal. Venir, les sujets, il y en a tellement, ça sera avec plaisir. Voilà, très bien. Intervenir avec toi. Donc, Axel, t'admire encore beaucoup, et puis Artoufat, la prochaine, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci, Abdel Houssi. Merci, Gersen. Merci, vous aussi. Bye bye. Merci, Gersen.